Je m'appelle Dana Mitchell, j'ai 27 ans, et je suis assise dans le bureau de mon défunt oncle Robert pour la lecture du testament, entouré de vautours déguisés en famille. La table en acajou brille sous la lumière du lustre tandis que les membres de ma famille se penchent en avant, les yeux étincelants de cupidité. Malgré tout ce que j'avais espéré, l'oncle Robert avait toujours dit que j'étais spécial. Puis, Monsieur Peterson a annoncé mon héritage, $10. La pièce a éclaté de rire. Mon cousin Jason s'est frappé le genou. Ma tante Margaret a eu un sourire narquois. J'ai voulu disparaître. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la trahison familiale qui se transforme en douce justice. Grandir dans la famille Mitchell signifiait connaître sa place dans la hiérarchie de la richesse. Ma place a toujours été en bas de l'échelle, non pas parce que j'étais pauvre selon les normes habituelles, mais parce que j'ai choisi une voie différente de ce qui était attendu de l'héritage Mitchell. L'oncle Robert était l'exception. Il était le frère aîné de mon père et le patriarche de la famille après le décès de mes grands-parents. Tandis que le reste de la famille me traitait comme une déception, l'oncle Robert semblait voir en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas. Je me souviens encore du jour où il m'a donné mon premier appareil photo, quand j'avais 12 ans. C'était un simple appareil photo numérique, rien d'extraordinaire, mais cela a changé ma vie. Dana, avait-il dit, ses yeux bleus pétillants sous des sourcils blancs et broussailleux, certaines personnes voient le monde en dollars et en centimes, mais toi, ma chère, tu vois le monde à travers des cadres et des moments. Ne perds jamais ça. L'empire Mitchell a été bâti sur l'immobilier et les investissements. Mon grand-père avait commencé avec un seul immeuble d'appartements dans le centre-ville de Boston et s'était étendu jusqu'à ce que le nom Mitchell figure sur certaines des propriétés les plus prestigieuses de la Nouvelle-Angleterre. L'oncle Robert avait doublé la fortune familiale grâce à des investissements judicieux et à la diversification des activités. La famille s'attendait à ce que tous les enfants Mitchell étudient le commerce ou la finance et rejoignent l'entreprise. J'ai étudié la photographie à la place. Ma décision a créé une rupture qui ne s'est jamais refermée. Mes parents ont essayé de me soutenir, mais je pouvais voir la déception dans leurs yeux. Ils sont décédés dans un accident de voiture il y a 5 ans, me laissant encore plus isolé de la famille. Seul l'oncle Robert a maintenu le contact, m'invitant occasionnellement dans son penthouse, où il me posait des questions sur mes derniers projets pendant que le reste de la famille discutait d'affaires autour de vins coûteux. Tante Margaret, la sœur de l'oncle Robert, était particulièrement virulente au sujet de mon choix de carrière. La photographie est un passe-temps, Dana, pas une profession, disait-elle avec un geste dédaigneux de sa main couverte de bijoux. Ses enfants, Heather et Jason, avaient suivi la voie Mitchell appropriée. Heather était analyste financière, et Jason travaillait directement sous Robert dans l'entreprise familiale. Lawrence Davenport était le partenaire commercial et l'ami le plus proche de l'oncle Robert. Il n'était pas de la famille, mais il aurait pu l'être vu toute l'influence qu'il exerçait. Il me regardait avec le même mélange de pitié et de mépris que les autres. À travers tout cela, l'oncle Robert est resté mon allié, bien qu'un allié distant. Il n'a jamais soutenu financièrement ma carrière de photographe, ce dont j'étais en fait fier. Je voulais réussir par mes propres mérites. Mais il appelait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, et parfois je l'apercevais lors des vernissages où mon travail était exposé, bien qu'il disparaissait avant que je puisse l'approcher. Notre dernière conversation a eu lieu juste 3 semaines avant sa mort. C'était étrange. Il m'avait appelé tard un mardi soir. « Dana, ma chère, comment vas-tu » Sa voix avait semblé fatiguée. « Je vais bien, oncle Robert. Je travaille sur une nouvelle série sur l'isolement urbain. Comment vous sentez-vous » J'avais appris par Heather qu'il avait été malade. « Oh, ce vieux corps me rappelle simplement son âge » avait-il gloussé. Je voulais te dire que j'ai vu ton exposition à la galerie Hamilton le mois dernier. Ton travail a magnifiquement mûri. J'étais choqué. Vous y étiez ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire bonjour ? Il y eut une pause. Je préfère observer parfois, Dana. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. Tu as suivi ta passion malgré la pression. Cela demande du courage. Merci, oncle Robert. Cela signifie beaucoup venant de vous. Une autre pause. J'ai toujours cru que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais qui l'on est. Souviens-toi de ça, d'accord ? À l'époque, j'ai pensé qu'il était juste philosophique. Maintenant, je me demande s'il essayait de me dire quelque chose. L'appel annonçant sa mort est arrivé un jeudi matin pluvieux.
L'oncle Robert était décédé dans son sommeil à l'âge de 72 ans. L'appel pour la lecture du testament est arrivé une semaine plus tard. J'ai failli ne pas y aller. À quoi bon? Je savais que l'oncle Robert tenait à moi, mais je n'avais aucune attente d'un héritage. De plus, je ne voulais pas affronter le jugement de la famille. Mon appartement d'une chambre, avec sa chambre noire aménagée dans un placard, était bien loin du niveau de vie des Mitchell. Mais quelque chose m'a attiré là-bas. Peut-être un besoin de tourner la page. Peut-être le faible espoir que l'oncle Robert m'aurait laissé un petit gage d'affection à un livre, peut-être, ou l'une de ces photographies de paysages que j'avais toujours admirées. Je ne m'attendais jamais à ce qui s'est réellement passé. Le cabinet d'avocats Peterson, Goldstein et Walsh occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant du centre-ville de Boston. Je me suis senti mal habillé dès que je suis entré dans le hall en marbre. Ma robe noire était appropriée pour une lecture de testament mais n'avait pas la griffe de créateur que tante Margaret et Heather arboraient. La réceptionniste m'a dirigé vers la salle de conférence au dernier étage. Quand je suis entré, la famille était déjà là, regroupée, parlant à voix basse. Tante Margaret était assise au bout de la table, assumant naturellement la position d'autorité maintenant que l'oncle Robert était parti. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et son tailleur bleu marine coûtait probablement plus cher que mon loyer. Jason et Heather se tenaient près des fenêtres allant du sol au plafond, admirant la vue sur le port de Boston. Laurence Davenport était en pleine conversation avec un homme que je ne reconnaissais pas mais que je supposais être un autre associé. Personne n'a accusé réception de mon arrivée, sauf Heather, qui m'a adressé un petit sourire crispé avant de retourner à sa conversation avec Jason. J'ai pris une place à l'autre bout de la table et j'ai essayé de me faire invisible. À 10 heures précises, Monsieur Peterson est entré dans la pièce. C'était un homme grand et mince, avec des lunettes rondes et une expression solennelle qui semblait gravée en permanence sur son visage. Il portait un portefeuille en cuir et était accompagné d'un jeune associé qui poussait un chariot avec ce que je supposais être des documents relatifs à la succession de l'oncle Robert. « Bonjour à tous », a dit Monsieur Peterson, prenant sa place en tête de table, en face de tante Margaret. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter du dernier testament de Robert James Mitchell. Avant de commencer, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille. Monsieur Mitchell n'était pas seulement un client estimé, mais un ami. » Il y eut des murmures d'approbation appropriés autour de la table. Maintenant, procédons. Monsieur Peterson a ouvert son portefeuille et a ajusté ses lunettes. Le testament est assez simple. Monsieur Mitchell a été très précis sur ses volontés. La distribution a commencé. Tante Margaret a reçu la maison d'été de Cape Cod, ce qui n'a surpris personne. Elle avait toujours adoré cette maison et y avait passé tous les étés depuis leur enfance. L'air suffisant sur son visage montrait clairement qu'elle s'y attendait. Jason a reçu la collection de voitures de collection de l'oncle Robert, une collection d'une valeur de plusieurs millions. Son visage s'est illuminé d'un plaisir sincère, il avait toujours admiré ces voitures. Heather a reçu la collection d'art, qui comprenait des œuvres de plusieurs artistes contemporains de renom. Elle a joint les mains de joie. Laurence Davenport a reçu une part importante des actions du groupe Mitchell, ainsi qu'une lettre personnelle que Monsieur Peterson lui a remise. Divers autres parents et amis ont reçu des legs plus modestes, des objets personnels, des livres, des montres et d'autres souvenirs ayant une valeur sentimentale. Pendant toute la procédure, je suis resté assise tranquillement, attendant que mon nom soit appelé. Je ne m'attendais vraiment pas à grand-chose, peut-être un de ses appareils photo ou un livre de photographie qu'il avait possédé, juste quelque chose pour me souvenir de lui. Finalement, Monsieur Peterson s'est raclé la gorge et a regardé dans ma direction. À ma nièce, Dana Mitchell, je lègue la somme de $10. La pièce est restée silencieuse un instant, puis quelqu'un a ricané. Le ricanement s'est transformé en un petit rire, qui s'est propagé autour de la table jusqu'à ce que la plupart de mes parents rient ouvertement. $10, s'est exclamé Jason, sans prendre la peine de cacher son amusement. Qu'est-ce que tu vas faire de cette fortune, Dana? T'acheter un café de luxe. Heather, au moins, a eu la décence de paraître embarrassée, bien que j'aie surpris la légère contraction de ses lèvres alors qu'elle réprimait son propre rire. Tante Margaret n'a pas ri. Elle m'a simplement regardé avec un mélange de pitié et de justification. Eh bien, Dana, peut-être que cela t'aidera à comprendre la valeur des choix de carrière pratiques. L'humiliation m'a brûlé comme de l'acide. $10. Ce n'était pas une question d'argent, c'était le message, la déclaration publique que je valais moins que le jardinier de l'oncle Robert,
qui avait reçu un généreux legs de 5 000 $. Je suppose que vous avez préparé le chèque, ai-je demandé à monsieur Peterson, luttant pour garder ma voix stable. Il a hoché la tête, l'air mal à l'aise. Il vous sera remis après la conclusion de la lecture. Je voulais partir immédiatement, échapper au visage narquois et au lourd poids du jugement, mais quelque chose m'a fait rester. La fierté, peut-être. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'enfuir en larmes. Alors que la lecture se poursuivait avec des discussions sur quelques propriétés et investissements mineurs, je suis resté figé sur ma chaise, mon esprit tourbillonnant de confusion et de douleur. L'oncle Robert avait dit qu'il était fier de moi. Était-ce un mensonge? Ou ce legs de 10 $ était-il une sorte de leçon finale, un rappel que j'avais choisi de faire mon propre chemin sans le soutien de la famille? Quelle que soit la raison, cela semblait cruel. Cela ressemblait à une humiliation publique, et cela confirmait tout ce que j'avais toujours craint, que pour les Mitchell, je n'étais qu'une déception. Au moment où monsieur Peterson a conclu la lecture formelle, je m'étais suffisamment ressaisi pour me lever et rassembler mes affaires. Le chèque de 10 $ me brûlait la main comme une marque de honte. Je l'avais glissé dans mon portefeuille sans le regarder, ne voulant qu'échapper à l'atmosphère étouffante de jugement et de satisfaction suffisante. Alors que je me dirigeais vers la porte, des bribes de conversation me suivaient comme des insectes piquants. Je pensais que Robert lui laisserait quelque chose par pitié, disait tante Margaret à Laurence. Il a toujours eu un faible pour les égarés. 10 $ ne couvriront même pas son parking aujourd'hui, Harry Jason, sans prendre la peine de baisser la voix. Je me suis arrêté à la porte, des souvenirs revenant sans y être invité. L'oncle Robert à ma remise de diplôme universitaire, se tenant un peu à l'écart du reste de la famille mais me faisant un pouce levé quand j'ai reçu mon diplôme. L'oncle Robert défendant mon choix auprès de mes parents, disant « Le monde a autant besoin d'artistes que d'hommes d'affaires ». L'oncle Robert appelant pour mon anniversaire chaque année sans faute, même quand mes propres cousins oubliaient. Tout cela n'avait-il aucun sens? Avais-je imaginé la connexion, le soutien subtil? Mes amis avaient toujours été sceptiques quant à ma relation avec l'oncle Robert. Il est comme les autres, disait souvent ma meilleure amie, Zoé. S'il te soutenait vraiment, il t'aiderait financièrement. Je l'avais toujours défendu. Il respecte le fait que je veuille réussir par moi-même, insistais-je. Il me comprend mieux que les autres. Maintenant, je me sentais stupide, naïve. Le mouton noir qui avait désespérément voulu croire qu'au moins un membre du troupeau voyait de la valeur dans sa différence. La douleur se transformait maintenant en colère, une lente brûlure qui partait de ma poitrine et rayonnait vers l'extérieur. J'avais perdu des années à chercher l'approbation d'une famille qui ne la donnerait jamais. J'avais défendu un homme qui avait finalement utilisé son dernier acte pour m'humilier. J'étais presque sorti quand Heather m'a rattrapé. Dana, attends. Je me suis retourné, sans prendre la peine de cacher mes yeux rouges ou ma mâchoire serrée. Je suis désolé pour ça, a-t-elle dit, en désignant vaguement la salle de conférence. C'était méchant de la part de Jason de rire. Mais pas méchant de la tienne, ai-je contesté. Heather a eu la grâce d'avoir l'air honteuse. Je ne voulais pas. Écoute, Dana, tu sais comment était l'oncle Robert. Il testait toujours les gens, donnait des leçons. Et quelles leçons était-ce censé m'apprendre, Heather? Que j'aurais dû jouer votre jeu. Abandonner mes rêves pour rentrer dans le moule Mitchell? Peut-être, a-t-elle dit doucement. Tu sais, il n'est pas trop tard. Tu fais toujours partie de la famille. Tu pourrais venir travailler pour l'entreprise, apprendre le métier. La suggestion était si absurde, si parfaitement illustrative de son incompréhension à mon égard, que j'ai presque ri. Je ne veux pas de ta vie, Heather. Je ne l'ai jamais voulu. Avant qu'elle puisse répondre, Jason s'est approché, glissant nonchalamment ses clés de voiture dans sa poche, les clés de sa collection de voitures de collection nouvellement héritées. Salut, cousine, a-t-il dit avec la fausse chaleur qu'il réservait aux associés et aux femmes qu'il essayait d'impressionner. Ne le prends pas si mal. Si tu as besoin d'un prêt ou quelque chose, je pourrais t'aider. La condescendance dans sa voix a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'ai ni besoin ni envie de ton argent, Jason. Contrairement à toi, j'ai réellement construit quelque chose par moi-même, sans me reposer sur les lauriers de l'oncle Robert. Son visage s'est assombri. Espèce de petite ingrate. Jason. La voix sèche de tante Margaret a coupé sa tirade naissante. Elle s'était approchée sans que je m'en aperçoive. Ça suffit. Dana a fait ses choix, et maintenant elle doit vivre avec,
tout comme Robert a clairement exprimé son choix aujourd'hui. Je les ai regardés tous les trois, debout là, ma famille par le sang mais des étrangers dans tout ce qui comptait. Vous savez quoi? Vous avez raison. L'oncle Robert a bien rendu son choix clair. Et je fais le mien. Au revoir. Je me suis retourné pour partir à nouveau quand la voix de Monsieur Peterson a appelé depuis le seuil de la porte. Mademoiselle Mitchell? Un instant, s'il vous plaît, avant de partir. La famille a échangé des regards curieux. Il y a quelques papiers supplémentaires que vous devez signer, a expliqué Monsieur Peterson, son expression indéchiffrable. Jason a reniflé. Probablement une renonciation promettant de ne pas contester le testament pour plus que tes $10. Je l'ai ignoré, débattant de rester ou de simplement partir. Quelque chose dans les yeux de Monsieur Peterson, une intensité tranquille que l'on n'avait pas remarquée auparavant, m'a fait hésiter. Cela ne prendra pas longtemps, a-t-il ajouté. D'accord, ai-je dit, ma curiosité l'emportant sur mon désir de m'échapper. Nous t'attendrons, Dana, a dit tante Margaret, bien que son ton suggère que c'était plus par convenance que par réelle préoccupation. Ce ne sera pas nécessaire, a interjeté doucement Monsieur Peterson. Cela pourrait prendre un certain temps, et je suis sûr que vous avez tous des affaires urgentes à régler. Tante Margaret a eu l'air de vouloir protester, mais Laurence a posé une main sur son bras. Margaret, nous avons cette réunion avec le conseil d'administration à 13h. Peut-être devrions-nous aller nous préparer. Avec une réticence visible, tante Margaret a hoché la tête. Très bien. Dana, nous te contacterons au sujet des arrangements pour le service commémoratif. J'en doutais, mais j'ai hoché la tête quand même, soulagé qu'ils partent. Alors que la famille rassemblait ses affaires et sortait en file indienne, je suis resté maladroitement près de la porte, me demandant quelle humiliation supplémentaire m'attendait dans ces papiers que je devais signer. Je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de changer pour toujours. La lourde porte s'est refermée derrière ma famille qui partait avec un déclic définitif. Monsieur Peterson a attendu un instant, la tête penchée comme s'il écoutait les bruits de pas s'éloigner, avant de se tourner vers moi avec une expression entièrement différente de celle qu'il avait arborée pendant la lecture du testament. Le masque solennel était tombé, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. Mademoiselle Mitchell et Dana, si je puis me permettre s'il vous plaît, revenez dans la salle de conférence. Confuse mais intriguée par ce changement de comportement, je l'ai suivi jusqu'à l'immense table où, quelques instants auparavant, j'avais reçu mon insulte de $10. Le jeune associé qui avait été présent plus tôt était maintenant parti. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Peterson a désigné une chaise, non pas au bout où j'étais auparavant, mais en tête de table, la position symbolique de l'oncle Robert. Quand j'ai hésité, il a hoché la tête de manière encourageante. C'est tout à fait approprié, je vous l'assure. Une fois assise, Monsieur Peterson a pris une chaise à ma droite et a sorti de son portefeuille une enveloppe scellée qui semblait différente des documents formels qu'il avait lus plus tôt. C'était une enveloppe de papier à lettres personnelles avec mon nom écrit dessus dans ce que j'ai immédiatement reconnu comme l'écriture distinctive de l'oncle Robert. Avant de vous donner ceci, a dit Monsieur Peterson, je veux vous expliquer quelque chose. Je suis l'avocat de la famille Mitchell depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé avec votre grand-père, puis avec votre oncle. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu de plan plus soigneusement construit que ce que Robert a mis en place dans les derniers mois de sa vie. Un plan, ai-je répété, maintenant complètement confuse. Votre oncle a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale il y a 8 mois, a dit doucement Monsieur Peterson. Il a choisi de garder cela privé, ne le disant qu'à moi et à ses médecins. Il a utilisé le temps qui lui restait pour, eh bien, je crois que sa lettre expliquera mieux que moi. Il m'a tendu l'enveloppe. Elle était plus lourde que ce à quoi je m'attendais, et je l'ai retournée dans mes mains, remarquant le seau de cire avec l'empreinte de la chevalière personnelle de l'oncle Robert. Devrais-je? J'ai fait un geste vers le seau. S'il vous plaît, a hoché la tête Monsieur Peterson. Et prenez votre temps. Je serai juste dehors quand vous aurez terminé. Il s'est levé et a quitté la pièce tranquillement, refermant la porte derrière lui. Avec des doigts tremblants, j'ai brisé le seau et j'ai retiré plusieurs pages de papier à lettres épais couvertes de l'élégante écriture de l'oncle Robert. J'ai commencé à lire. Ma très chère Dana. Si tu lis ceci, alors le premier acte plutôt théâtral de la lecture de mon testament est terminé. J'imagine que tu te sens blessée, confuse, et probablement très en colère contre moi en ce moment. Pour cela, je suis vraiment désolé.
le legs public de 10 $ était une tromperie nécessaire, et au moment où tu auras fini cette lettre, j'espère que tu comprendras et pardonneras la manipulation finale d'un vieil homme. Premièrement, tu dois savoir que tu es, en fait, la principale bénéficiaire de ma succession. Les legs publics que ta famille a reçus aujourd'hui représentent moins de 20% de mes actifs totaux. Les 80% restants, environ 340 millions de $, ainsi que mes propriétés personnelles, ma participation majoritaire dans le groupe Mitchell, et diverses autres possessions sont maintenant à toi. Mais l'argent sans but est une prison, Dana. Je l'ai vu piéger et transformer des membres de notre famille pendant des générations. J'ai vu comment il déforme les relations, les priorités, et même le sens de soi. Les Mitchell ont un cas particulièrement virulent de ce que j'appelle la maladie de la richesse, la croyance que la valeur nette et la valeur personnelle sont identiques. Tu as été la seule à échapper à ce destin. Tu as choisi la passion plutôt que le prestige, le but plutôt que la prospérité. J'ai observé ton parcours avec une immense fierté, même quand je ne le montrais pas publiquement. Ta photographie est exceptionnelle, non seulement techniquement, mais parce qu'elle révèle une âme derrière l'objectif qui voit le monde avec compassion et clarté. Maintenant, tu te demandes peut-être, si je suis si fier de toi, pourquoi la comédie d'aujourd'hui? Pourquoi te laisser croire, même pour un court instant, que je t'avais rejeté avec un legs symbolique? La réponse est double. Premièrement, je devais te protéger. Si la famille avait su que tu héritais de la majeure partie de ma succession, ils se seraient immédiatement mis en tête d'essayer de t'influencer, de te contrôler, ou de contester mes volontés. La révélation, venant après qu'ils ont accepté leur propre legs, offre une certaine protection juridique tout en te laissant le temps de te préparer à leurs réactions inévitables. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, j'avais besoin que tu entendes leurs réponses sans filtre. Pas de masque, pas de faux semblants. Juste leurs vrais sentiments, révélés à un moment où ils croyaient qu'il n'y aurait aucune conséquence à les montrer. L'information, c'est le pouvoir, Dana. Maintenant, tu sais exactement qui ils sont. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qui je suis vraiment, ou qui j'étais. Le visage public que je montrais au monde de Robert Mitchell, magnate des affaires, n'était qu'une partie de mon identité. En privé, j'avais une autre passion. Je collectionnais l'art, non pas seulement pour étaler ma richesse, mais parce que je l'aimais sincèrement. Et depuis 5 ans, j'ai été ton plus grand collectionneur. Le nom Patrick Sullivan ne t'est probablement pas familier. C'était mon pseudonyme, sous lequel j'achetais ton travail dans des galeries à travers le pays. Chaque vente majeure que tu as faite depuis que tu as commencé à exposer professionnellement, c'est moi qui étais ton acheteur. J'ai une galerie privée dans ma maison de Bécon, il remplit de tes photographies. Monsieur Peterson te donnera la clé. Je n'ai pas fait ça par pitié ou par charité. Je l'ai fait parce que ton travail m'émeut. Il montre le monde tel qu'il est, non pas comme nous souhaitons qu'il soit ou craignons qu'il ne devienne. Il y a de la vérité dans tes photographies, Dana. Ne doute jamais de leur valeur, ni de la tienne. Maintenant, à propos de ton héritage. Oui, tu es riche maintenant, extraordinairement riche. Mais avec cette richesse vient la responsabilité. Le groupe Mitchell emploie des milliers de personnes. Tes décisions affecteront leur vie. Je ne te demande pas de devenir une femme d'affaires du jour au lendemain, ou même jamais, si ce n'est pas ta voie. L'entreprise a une excellente direction en place. Mais je te demande d'être consciente du pouvoir que tu détiens maintenant. Il y a des conditions à ton héritage, bien que minimes. Tu dois continuer ton travail de photographe pendant au moins 10 ans. Ceci n'est pas négociable. Si tu abandonnes ton art, la totalité de l'héritage reviendra à une sélection d'organismes de bienfaisance listés dans le testament formel. Tu dois prendre un intérêt actif dans la Fondation Mitchell, la branche caritative de notre entreprise. La façon dont tu façonneras ces futures donations dépend de toi, mais j'espère que tu l'utiliseras pour soutenir les arts et les artistes comme toi qui ont besoin d'espace et de ressources pour créer. Enfin, et c'est plus une requête qu'une condition, sois prudente quant aux personnes en qui tu as confiance. L'argent change la façon dont les gens te voient. Il changera la façon dont tu te vois si tu ne fais pas attention. Trouve des gens qui t'estimaient à 10 $, pas seulement à 10 millions de $. Monsieur Peterson a tous les détails juridiques et t'aidera à naviguer dans la transition. C'est l'une des rares personnes en qui j'ai eu une confiance implicite tout au long de ma vie. Laisse-le te guider, du moins au début. J'aimerais être là pour voir la femme que tu deviendras avec ces nouvelles ressources à ta disposition. J'aurais aimé que nous soyons plus proches au cours de ma vie.
La distance que j'ai maintenue était en partie pour te protéger des politiques familiales et en partie, je l'admets, à cause de mon propre malaise avec l'intimité émotionnelle, un trait de la famille Mitchell que je n'ai jamais tout à fait surmonté. Sache que je t'ai toujours aimé et que cet héritage n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'héritage. Pas l'héritage Mitchell de propriété et de portefeuille, mais un nouvel héritage que tu définiras, un héritage bâti sur l'authenticité, la compassion et la vision créative. Les $10, d'ailleurs, étaient le montant exact que mon père m'a donné quand je lui ai dit que je voulais créer ma propre entreprise au lieu de travailler pour la sienne. Il a dit que ce serait tout ce que j'obtiendrais de lui. C'était à la fois une punition et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais fait. Cela m'a forcé à construire quelque chose selon mes propres termes. Encadre le chèque au lieu de l'encaisser. Laisse-le te rappeler que la vraie valeur ne se compte pas en dollars. Avec amour et foi en ton parcours. Ton oncle Robert. J'ai lu la lettre 2 fois, les larmes coulant sur mon visage. À la deuxième lecture, les émotions m'ont submergé en vagues trop complexes pour être nommées, le deuil pour la relation plus profonde que nous aurions pu avoir s'il avait partagé plus de lui-même, la colère pour l'humiliation publique qu'il avait orchestrée, même en comprenant ses raisons, le soulagement que mes instincts à son sujet n'avaient pas été faux après tout, et un choc écrasant devant l'ampleur de ce qu'il m'avait laissé. 340 millions de dollars. La participation majoritaire dans le groupe Mitchell. Des propriétés dont je ne connaissais même pas l'existence. J'essayais encore de tout assimiler quand M. Peterson a frappé doucement et est rentré dans la pièce. Il était Patrick Sullivan, furent les premiers mots qui sortirent de ma bouche. M. Peterson sourit. Oui. Il était assez content de cette petite supercherie. Il allait parfois à vos vernissages déguisés, un chapeau et des lunettes, trécape et d'épée. Il était énormément fier de vous, Dana. Pourquoi ne me l'a-t-il pas simplement dit? Robert était compliqué. Il croyait que faire son propre chemin, sans l'influence ou le soutien de la famille, forgerait un caractère plus fort. Mais il ne pouvait pas supporter de vous voir trop lutter. Alors il a trouvé un moyen de vous soutenir qui ne saperait pas votre indépendance. Il s'assied à nouveau à côté de moi. Il y a autre chose que vous devriez savoir. La galerie privée que j'ai mentionnée se trouve dans un penthouse à Bacon Hill que personne dans la famille ne connaît. C'était le refuge personnel de Robert. L'espace entier est rempli de votre travail, organisé chronologiquement. C'est assez émouvant de voir votre évolution artistique à travers ses yeux. J'ai secoué la tête, luttant toujours pour concilier l'oncle que je connaissais avec ce collectionneur secret de ma photographie. Il savait qu'il allait mourir depuis des mois. Il n'a jamais rien dit. Robert a affronté la mort comme il a affronté la vie, selon ses propres termes. Il a passé ces mois à mettre de l'ordre dans ses affaires, y compris ce plan plutôt élaboré pour son testament. Il voulait s'assurer que sa richesse ne serait pas seulement transmise à la personne qu'il jugeait la plus digne, mais qu'elle serait une force pour le bien plutôt que pour la division. Une autre prise de conscience m'a frappé. Il l'est testé aujourd'hui. Ma famille. Il voulait voir comment il réagirait. Monsieur Peterson hocha la tête solennellement. Et comment vous réagiriez aussi? Il m'a dit un jour, Dana est la seule personne authentique de la famille. Je dois m'assurer que l'argent ne change pas ça. J'ai regardé à nouveau la lettre, la signature distinctive de l'oncle Robert en bas. Une vague de détermination m'a envahi. Je ne le laisserai pas tomber. J'utiliserai ce cadeau inattendu avec la même intégrité que j'avais essayé d'apporter à ma photographie. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, dit M. Peterson, en faisant glisser un épais dossier sur la table, nous commençons le processus de transfert des actifs à votre nom. Et vous décidez comment et quand informer votre famille des termes réels de votre héritage. J'ai pensé aux commentaires dédaigneux de tante Margaret, au rire moqueur de Jason, même à la suggestion condescendante de Heather de venir travailler pour l'entreprise familiale. Je pense, ai-je dit lentement, qu'ils peuvent attendre un peu avant de le découvrir. Les yeux de M. Peterson pétillèrent. Je crois que votre oncle Robert approuverait cette décision. Alors que la réalité de ma nouvelle situation commençait à s'installer, j'ai ressenti un étrange mélange d'exaltation et de terreur. Ma vie s'était complètement transformée en l'espace d'une heure. Tout ce que je pensais savoir sur l'oncle Robert, sur ma place dans la famille, sur mon avenir, avait été bouleversé. Mais une chose restait claire, j'honorerais sa foi en moi, non seulement en remplissant les conditions de l'héritage, mais en restant fidèle à moi-même face à un changement extraordinaire. Le chèque de $10 était toujours dans mon portefeuille. Monsieur Peterson avait raison.
Je l'encadrerai plutôt que de l'encaisser, un rappel que parfois, ce qui ressemble à un rejet est en fait le début de quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la vérité. La semaine qui a suivi la lecture du testament s'est déroulée dans un tourbillon de réunions, de paperasserie et de révélations. Monsieur Peterson m'a présenté à une équipe de conseillers financiers, d'avocats et de consultants en gestion qui m'aideraient à naviguer dans ma nouvelle position d'actionnaire majoritaire du groupe Mitchell et de bénéficiaire de l'immense fortune personnelle de l'oncle Robert. Patricia Reynolds, la conseillère financière que Monsieur Peterson avait personnellement choisie, était une femme pragmatique dans la cinquantaine qui avait le don d'expliquer des concepts financiers complexes en des termes accessibles. La succession de votre oncle est plus diversifiée que la plupart, a-t-elle expliqué lors de notre première réunion dans son bureau du centre-ville. Au-delà des actions du groupe Mitchell, qui valent environ 200 millions de dollars, vous possédez maintenant de l'immobilier commercial dans 5 États, un portefeuille important d'actions et d'obligations de premier ordre, des participations en capital investissement dans plusieurs startups technologiques, et, bien sûr, les propriétés physiques, résidentielles et commerciales. J'étais assise en face d'elle, portant toujours le même style de vêtements que j'avais toujours porté, un jean et un chemisier simple, me sentant comme une impostrice. C'est écrasant, ai-je admis. Patricia a hoché la tête. Cela écraserait n'importe qui. Mais nous allons procéder étape par étape. Votre oncle a laissé des instructions très claires sur la transition. Il voulait que vous ayez le temps de vous adapter à vos nouvelles circonstances sans vous sentir pressé de prendre des décisions immédiates concernant l'entreprise. Et ma famille ? Quand le sauront-ils ? C'est entièrement à vous de décider, a dit Patricia. Légalement, le transfert d'actions deviendra public dans les 30 jours, lorsque les déclarations à la SEC seront complétées. Mais vous pourriez les informer plus tôt si vous le souhaitez. J'y ai pensé. Une partie de moi voulait appeler tante Margaret immédiatement, pour entendre le choc dans sa voix quand elle apprendrait la vérité. Mais une partie plus sage a reconnu qu'une telle impulsion venait d'un sentiment de blessure et de vengeance, pas de ce que je voulais être. Je vais attendre, ai-je décidé. J'ai besoin de temps pour comprendre comment je vais gérer ça. Je ne veux pas réagir émotionnellement. Patricia a hoché la tête avec approbation. Un choix judicieux. En attendant, nous devrions discuter de vos besoins financiers immédiats et de la manière dont vous souhaitez structurer vos comptes personnels. À la fin de la réunion, j'avais un nouveau compte courant avec 100 000 $ dessus pour les dépenses immédiates, avait dit nonchalamment Patricia, comme si c'était une somme normale pour les courses et le loyer, une carte de crédit avec une limite plus élevée que ce que je gagnais en un an, et un aperçu préliminaire de la gestion de mes divers actifs. Je suis rentré chez moi dans mon petit appartement ce soir-là en ayant l'impression de vivre dans un rêve étrange. Rien n'avait physiquement changé et les mêmes meubles usés, la chambre noire improvisée, la pile de magazines de photographie sur la table basse, mais tout semblait différent. J'étais différente. Le moment le plus surréaliste est survenu le lendemain, lorsque Monsieur Peterson m'a emmené au pantouse secret de l'oncle Robert à Beacon Hill. Il se trouvait dans l'un des immeubles les plus exclusifs de Boston, une maison en grès brun historique qui avait été convertie en condominium de luxe. Le portier a salué Monsieur Peterson par son nom et nous a conduits à un ascenseur privé qui nécessitait une clé pour fonctionner. Votre oncle a acheté ceci sous son pseudonyme Patrick Sullivan, a expliqué Monsieur Peterson pendant que nous montions. Même la direction de l'immeuble ne sait pas qui en était vraiment le propriétaire. L'ascenseur s'est ouvert directement dans le pantouse, et j'ai eu le souffle coupé en sortant. L'espace était incroyable, un immense salon à air ouverte avec des plafonds vertigineux et des murs de fenêtres donnant sur le Boston Common. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce sont les photographies de mes photographies couvrant presque tous les murs. Elles étaient magnifiquement encadrées et éclairées par des professionnels, disposées par ordre chronologique, de mes premiers travaux d'étudiante à ma série la plus récente. C'était comme se promener dans un musée dédié à mon parcours artistique. Il a tout collectionné, ai-je chuchoté, passant d'une image à l'autre. Certaines, je les reconnaissais comme des pièces vendues dans des galeries, d'autres provenaient de tirages en édition limitée. Quelques-unes, je ne me souvenais même pas de les avoir créées, elles devaient être des travaux d'étudiante qui lui étaient parvenus d'une manière ou d'une autre. Les achats de Patrick Sullivan n'étaient qu'une partie de l'histoire, a dit Monsieur Peterson, me regardant avec un doux sourire. Il avait d'autres pseudonymes pour acheter votre travail quand il ne voulait pas éveiller les soupçons en faisant acquérir trop de pièces par le même collectionneur. Au centre de la pièce principale se trouvait un grand bureau avec un portefeuille en cuir placé précisément au milieu. Il a aussi laissé ça pour vous, a dit Monsieur Peterson. Je vais vous laisser un peu d'intimité.
À l'intérieur du portefeuille se trouvait une collection de mes images qui n'avaient jamais été publiées ou exposées, des travaux de jeunesse, des pièces expérimentales, et même quelques photographies personnelles que j'avais prises lors d'événements familiaux. Avec elle se trouvait une autre note de l'oncle Robert, l'art et la vérité racontée par la tromperie. L'appareil photo ment pour raconter une histoire honnête. Peut-être que ma propre tromperie peut être pardonnée si elle te mène à ta vérité. Cet espace est à toi maintenant, un studio, une galerie, une maison, si tu le souhaites. J'espère que tu l'utiliseras pour créer sans limite. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le pantouf secret de l'oncle Robert, entouré de mon propre travail et de la preuve de son soutien secret. Cela semblait juste, d'une certaine manière, un pont entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. 2 semaines après la lecture du testament, tante Margaret a organisé un dîner, ostensiblement pour discuter du service commémoratif de l'oncle Robert. Je savais que le véritable but était de consolider sa position de nouvelle matriarche de la famille et de commencer à régler les nouvelles dynamiques de pouvoir maintenant que l'oncle Robert était parti. J'ai hésité à y assister. Je ne leur devais pas ma présence, surtout après leur comportement à la lecture du testament. Mais la curiosité l'a emporté. Je voulais les voir, armés du savoir qu'ils n'avaient pas encore. Je suis arrivé au manoir de tante Margaret à Brookline avec un retard élégant, vêtu d'une robe noire simple mais élégante que j'avais achetée avec ma nouvelle carte de crédit. Elle n'était pas ostensiblement chère, mais elle était bien coupée et me seyait parfaitement, une petite amélioration qui me donnait de l'assurance sans afficher le changement de ma situation. La famille était réunie dans le salon formel quand je suis arrivé. La conversation s'est arrêtée momentanément alors que les têtes se tournaient pour m'évaluer. J'ai vu les évaluations subtiles dans leurs yeux, mes vêtements, mes cheveux, mon comportement, tout était silencieusement jugé et classé. Dana, a dit tante Margaret avec une chaleur étudiée. C'est si gentil à toi de te joindre à nous. Nous discutions justement des arrangements pour le service commémoratif. Désolé d'être en retard, ai-je dit, en acceptant le verre de vin qu'un serveur m'offrait. J'avais une réunion qui s'est prolongée. Une réunion, a demandé Jason avec un amusement mal dissimulé. Quelqu'un a enfin décidé d'acheter une de tes photos? Avant, un commentaire comme celui-là m'aurait fait rougir d'embarras et de colère. Maintenant, sachant ce que je savais, j'ai simplement souri. Quelque chose comme ça. Ma réponse calme semblait le déstabiliser plus que n'importe quelle réplique ne l'aurait fait. Il a légèrement froncé les sourcils, essayant de déchiffrer le changement en moi. Le dîner a été servi dans la salle à manger formelle, avec tante Margaret prenant la tête de table, la position qui avait été celle de l'oncle Robert. J'ai noté le symbolisme sans commentaire. Qu'elle profite de l'illusion de la succession pour l'instant. Pendant tout le repas, j'ai observé ma famille avec un regard neuf, les petits jeux de pouvoir, les compétitions subtiles, la performance de la richesse et de la sophistication. Tout semblait si transparent maintenant. Ils jouaient à un jeu dont j'avais enfin appris les règles, juste au moment où j'avais décidé de ne plus jouer. Dana, tu es silencieuse ce soir, a commenté Laurence Davenport au milieu du plat principal. D'habitude, à cette heure, tu nous parlerais d'un projet artistique ou d'un autre. J'ai pris une gorgée de vin. Je suis en train de réfléchir à des changements dans ma direction professionnelle, ai-je dit honnêtement. Cela demande beaucoup de ma concentration en ce moment. Des changements? Heather s'est redressée. Envisages-tu enfin ma suggestion de rejoindre l'entreprise? Je suis sûr que nous pourrions trouver un poste en marketing ou en communication qui conviendrait à tes inclinations créatives. La condescendance dans son ton était exactement ce à quoi je m'étais attendu, mais maintenant cela m'amusait presque au lieu de me blesser. Non, rien de tel, ai-je dit. Mais merci de t'en préoccuper. Eh bien, quoi que ce soit, j'espère que c'est plus pratique que de courir après les expositions en galerie, a dit tante Margaret. Le décès de Robert devrait être un rappel pour nous tous de l'importance de la sécurité et de l'héritage familial. J'ai légèrement levé mon verre. À l'héritage familial, ai-je dit. Et à l'oncle Robert, qui en a compris le vrai sens mieux que quiconque. La confusion a vacillé sur plusieurs visages à mon toast énigmatique, mais ils ont néanmoins levé leur verre. Après le dîner, alors que le café était servi dans le salon, Jason m'a acculé près de la cheminée. Bon, qu'est-ce qui se passe avec toi, a-t-il exigé. Tu es différente. Quelque chose s'est passé après notre départ de la lecture du testament. J'ai regardé mon cousin, mon parent de sang qui avait ri de mon malheur supposé sans une seconde pensée. La vie est pleine de surprises, Jason, ai-je dit. Parfois,
les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Peterson t'a donné autre chose de la part de l'oncle Robert? Y avait-il un autre legs? Ces questions rapides ont confirmé ce que je soupçonnais, il craignait qu'il y ait quelque chose qu'il ne savait pas, quelque chose qui pourrait menacer ses confortables suppositions. S'il y en avait un, ai-je dit prudemment, penses-tu que tu mérites de le savoir après la façon dont tu t'es comporté à la lecture? Son visage a rougi. C'était juste. Écoute, nous étions tous émotifs ce jour-là. Tu ne peux pas me reprocher un petit rire. Vraiment, ai-je répondu, d'une voix égale. Intéressant. Je me souviendrai de cette perspective. Avant qu'il puisse répondre, je me suis éloigné, le laissant me fixer avec une suspicion croissante. Tante Margaret m'a rattrapé alors que je me préparais à partir. Dana, a-t-elle dit, sa voix basse pour que les autres ne puissent pas entendre. Qu'est-ce que tu ne nous dis pas? Robert t'a-t-il laissé autre chose? La franchise de sa question m'a surprise. Contrairement à Jason, tante Margaret avait toujours été plus calculatrice. Pourquoi penseriez-vous cela, ai-je demandé. Parce que tu es différente ce soir. Confiante, presque, au courant. Ses yeux se sont plissés. Et parce que Robert a toujours eu un faible pour toi, malgré tes choix. J'ai soutenu son regard fermement. Si l'oncle Robert avait voulu que vous sachiez tout de ses décisions, il vous l'aurait dit lui-même. Ses lèvres se sont resserrées. Nous sommes de la même famille, Dana. Quels que soient les secrets que tu penses avoir, ils finiront par sortir. Il vaudrait mieux pour tout le monde que tu sois transparente maintenant. La transparence, ai-je répété. C'est une valeur intéressante venant de vous, tante Margaret. Dites-moi, avez-vous toujours été transparente avec la famille? Avec l'oncle Robert? Un éclair de quelque chose d'inattendu a traversé son visage, de l'incertitude, peut-être même de la peur. Il a vite disparu, remplacé par son expression composée habituelle, mais je l'avais vu. Il y avait quelque chose là, une histoire que je ne comprenais pas encore. Réfléchis bien à tes prochains mouvements, Dana, a-t-elle dit finalement. Le nom Mitchell comporte des responsabilités et des attentes. Je ne pourrais être plus d'accord, ai-je répondu en prenant mon manteau. L'oncle Robert me l'a appris, à sa manière. En quittant le manoir et en sortant dans l'air frais du soir, j'ai ressenti un étrange mélange de pouvoir et de responsabilité s'installer sur moi. J'avais des informations qu'il n'avait pas, des ressources qu'il ne pouvait imaginer, et une nouvelle perspective sur les dynamiques familiales qui avaient tant façonné ma vie. Pour la première fois, j'étais celle qui avait l'avantage. La question était maintenant de savoir comment j'allais l'utiliser. 6 mois après la lecture du testament, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les déclarations à la SEC étaient devenues publiques, et avec elles, la nouvelle que j'étais désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Mitchell. La réaction de la famille avait été exactement comme prévu, le choc, l'indignation, puis des tentatives rapides de se réaligner avec moi. Tante Margaret avait été la première à appeler, sa voix tendue par une amabilité forcée. Dana, ma chérie, nous devons parler. Il semble y avoir eu une certaine confusion sur les intentions de Robert. Aucune confusion, tante Margaret, avais-je répondu calmement. Ses intentions étaient parfaitement claires. Après que la première vague de drame familial se soit calmée, ou du moins soit devenue souterraine, j'avais commencé à mettre en œuvre la vision qui s'était formée depuis que j'avais lu la lettre de l'oncle Robert. Le premier grand projet fut la création de la galerie d'Anna Mitchell, un espace dédié à la présentation de photographes émergents qui, comme moi, avaient du talent mais manquaient de relations et de ressources. J'ai acheté un ancien entrepôt dans le quartier des Arsoas de Boston et j'ai travaillé avec des architectes pour le transformer en un espace d'exposition ultramoderne avec des studios disponibles pour les artistes en résidence. Patricia avait initialement haussé les sourcils face à l'investissement. Vous comprenez que cela a peu de chances d'être rentable, du moins au sens conventionnel. La rentabilité n'est pas le but, avais-je expliqué. Il s'agit de créer des opportunités, un souhait que j'avais. De plus, la lettre de l'oncle Robert mentionnait spécifiquement l'utilisation de la fondation Mitchell pour soutenir les arts. La fondation Mitchell était en effet devenue ma principale préoccupation. Auparavant, elle faisait des dons sûrs et fiscalement avantageux à des musées et institutions culturelles établis. Je l'ai restructuré pour me concentrer sur l'éducation artistique dans les communautés mal desservies, les bourses pour les jeunes artistes et le soutien direct aux photographes en activité qui luttent pour maintenir leur pratique. Ma vie personnelle avait également évolué.
j'ai emménagé dans le Pantouse de l'oncle Robert à Beacon Hill, en convertissant une partie en studio de travail tout en conservant l'espace galerie présentant mon travail. C'est devenu mon sanctuaire, un lieu où je pouvais créer sans pression financière tout en me souvenant de mon parcours et du soutien secret de l'oncle Robert. J'ai continué ma photographie avec un sens renouvelé du but. Ma dernière série explorait la richesse et l'identité, des thèmes qui étaient devenus personnellement pertinents d'une manière que je n'avais jamais prévue. Ironiquement, maintenant que je n'avais plus besoin de vendre mon travail pour survivre, les galeries étaient encore plus intéressées à l'exposer. Je faisais don de tous les bénéfices des ventes à la fondation. Tout n'a pas été facile, bien sûr. La famille a fait plusieurs tentatives pour contester le testament ou pour me pousser à leur donner un plus grand contrôle de l'entreprise. Jason était particulièrement persistant, alternant entre les tentatives de m'intimider et les efforts pour forger une alliance. « Tu es une photographe, Dana, pas une femme d'affaires », a-t-il argumenté lors d'une réunion particulièrement tendue. « Tu as besoin de quelqu'un d'expérimenté pour aider à gérer le groupe Mitchell. J'y travaille depuis des années. Je connais l'opération sur le bout des doigts. Et pourtant, l'oncle Robert m'a choisi, ai-je répondu. Peut-être a-t-il vu quelque chose dans ma perspective qu'il a trouvé précieux. De plus, je ne gère pas les opérations quotidiennes. C'est le rôle de l'équipe de direction. Mon rôle est la gouvernance et la vision. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'étudiais le commerce de manière intensive, travaillant avec des tuteurs, suivant des cours et lisant tout ce que je pouvais sur la gouvernance d'entreprise et l'investissement responsable. Je n'avais peut-être pas de MBA, mais j'étais déterminé à comprendre l'entreprise que je possédais maintenant. Heather m'a approché différemment. Après plusieurs tentatives maladroites de raviver notre relation de cousine, elle est finalement venue me voir avec ce qui semblait être un remords sincère. « J'étais jalouse de toi », a-t-elle admis autour d'un café un après-midi dans mon Pantouse. « Tu as eu le courage de suivre ta passion, alors que j'ai juste fait ce qui était attendu. Tu pourrais encore changer de direction, ai-je suggéré. Il n'est pas trop tard. » Elle a secoué la tête. Je ne saurais même pas par où commencer. Je suis une Mitchell depuis si longtemps que je ne suis pas sûr de savoir qui je suis sans cette identité. Sa vulnérabilité m'a surprise, et au cours des mois suivants, nous avons commencé à reconstruire une relation, non pas en tant qu'héritière Mitchell, mais en tant que deux femmes essayant de se définir au-delà des attentes familiales. Tante Margaret est restée le membre de la famille le plus difficile à gérer. Ses tentatives de maintenir le contrôle des affaires familiales se sont poursuivies, bien que plus subtilement maintenant qu'elle comprenait ma position. Je la gardais à distance, me souvenant de l'avertissement de l'oncle Robert sur la confiance. Le développement le plus inattendu de ma nouvelle vie est venu sous la forme de Michael Bennett, un journaliste qui m'a contacté pour une interview pour un article sur la philanthropie artistique. Il était intelligent, sincèrement intéressé par le travail de la fondation, et agréablement peu impressionné par le nom Mitchell. « Alors vous êtes riche maintenant ?» a-t-il dit sans détour lors de notre première rencontre. La question est, qu'est-ce que vous en faites qui compte vraiment? Sa franchise était stimulante et exactement ce dont j'avais besoin, une perspective non entachée par l'histoire familiale ou l'arrivisme social. Nous avons commencé à sortir ensemble 3 mois après cette interview, et j'ai dû faire face à la question compliquée de savoir combien partager sur ma richesse et quand. J'ai opté pour la transparence assez tôt, l'invitant au Pantouse pour le dîner au lieu de nous rencontrer dans des restaurants comme nous l'avions fait. « Waouh !» a-t-il dit, en admirant l'espace et les photographies. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Est-ce que ça change les choses, ai-je demandé, soudainement vulnérable. Il a sérieusement réfléchi à la question. Ça change ma compréhension de votre contexte, a-t-il finalement dit. Mais pas ce que je ressens pour vous. Avec le temps, j'en suis venu à le croire. Michael traitait ma richesse comme un fait accessoire à mon sujet, ni la chose la plus intéressante ni quelque chose à ignorer. Sa carrière était importante pour lui, et il a clairement fait savoir qu'il n'avait aucun intérêt à vivre de mon argent. J'aime payer pour mes propres affaires, a-t-il dit simplement. L'indépendance est importante pour moi. J'imagine que vous comprenez ça mieux que la plupart des gens riches. Je comprenais. C'était ce qui m'avait poussé à construire ma carrière de photographe sans l'aide de la famille, ce qui avait gagné le respect de l'oncle Robert, et ce qui continuait de guider mes décisions malgré mes nouvelles circonstances. À l'approche du premier anniversaire de la mort de l'oncle Robert, j'ai fait une découverte qui m'a connecté encore plus profondément à sa mémoire. En fouillant dans de vieilles boîtes de rangement dans le Pantouse, j'ai trouvé une collection de photographies pas les miennes, mais les siennes.
C'étaient de remarquables images en noir et blanc de Boston des années 1970 et 80, montrant une facette de la ville rarement capturée à cette époque, des quartiers populaires, des communautés d'immigrants, des scènes de rue pleines de vie et de caractère. La découverte du talent artistique caché de l'oncle Robert a été comme trouver la pièce manquante d'un puzzle. Cela expliquait sa compréhension de ma passion, son soutien secret à ma carrière. Il n'avait pas seulement été un homme d'affaires s'adonnant à l'appréciation de l'art, il avait été un artiste lui-même, un artiste qui avait choisi une voie différente mais n'avait jamais perdu son œil créatif. J'ai décidé d'honorer ce lien en incluant une sélection de ses photographies dans une exposition spéciale à ma galerie. Robert Mitchell, l'œil invisible serait présenté aux côtés des œuvres des photographes émergents que je soutenais, créant un dialogue entre le passé et le présent, entre la richesse utilisée pour créer et la richesse utilisée pour permettre la création. En préparant l'exposition, j'ai réfléchi au chemin parcouru en une seule année, de photographe en difficulté à propriétaire d'entreprises réticentes, de paria de la famille à philanthrope puissante. Le parcours avait été parfois déroutant, mais j'avais essayé de rester ancré dans les valeurs qui m'avaient toujours guidé, l'authenticité, la compassion et l'intégrité créative. Le chèque de $10 de la lecture du testament était accroché, encadré, dans mon studio, comme l'oncle Robert l'avait suggéré. À côté, j'ai placé une simple photo que j'avais prise de lui il y a des années lors d'une réunion de famille. Il ne regardait pas l'appareil photo mais regardait par une fenêtre, son expression pensive et un peu triste. Je n'avais pas compris cette expression quand je l'ai capturée, mais maintenant, je pensais peut-être que si. C'était le regard de quelqu'un vivant une vie partagée, une partie répondant aux attentes, une autre nourrissant des passions et des espoirs secrets. L'oncle Robert avait trouvé un moyen de faire le pont entre ces mondes dans son dernier acte. Maintenant, il était de ma responsabilité de vivre pleinement dans les deux, non pas divisé mais intégré, riche mais pas défini par la richesse, une Mitchell mais entièrement moi-même. L'anniversaire de la mort de l'oncle Robert est tombé un jour d'automne parfait à Boston, l'air vif, lumière dorée, feuilles prenant des teintes brillantes de rouge et d'orange dans le public garden. Cela ressemblait à un jour de nouveau départ plutôt qu'à un souvenir sombre, ce qui semblait approprié étant donné la nature du vernissage de la galerie que j'avais prévu. Robert Mitchell, l'œil invisible avait généré un buzz inattendu dans la communauté artistique de Boston. La découverte d'un photographe secret dans l'une des familles d'affaires les plus en vue de la ville était irrésistible pour les médias locaux, et la qualité du travail de l'oncle Robert a surpris même les critiques de photographie chevronnés. Ces images révèlent une empathie profonde et une compétence technique qui n'ont clairement jamais trouvé leur pleine expression, a écrit le critique d'art du Boston Globe dans un article de prévisualisation. On se demande comment la carrière artistique de Mitchell aurait pu se développer s'il avait choisi une autre voie. J'avais invité toute la famille Mitchell au vernissage, ne sachant pas qui viendrait réellement. Dans les années qui ont suivi la lecture du testament, la dynamique familiale avait changé de manière complexe. Certaines relations s'étaient quelque peu apaisées, tandis que d'autres restaient tendues ou avaient développé de nouvelles complications. L'espace de la galerie était spectaculaire. La principale zone d'exposition présentait le travail de l'oncle Robert et des tirages en noir et blanc grand format qui montraient son œil pour la composition et les moments humains. Une galerie attenante plus petite présentait 6 photographes émergents qui avaient reçu la première série de subventions de la Fondation Mitchell. Mon propre travail était exposé dans un troisième espace, créant une conversation visuelle à travers 3 générations de photographies, la passion cachée de mon oncle, ma pratique établie et les perspectives nouvelles d'artistes qui commençaient tout juste leur parcours. Je suis arrivé tôt pour superviser les derniers préparatifs, parcourant l'entrepôt transformé avec un mélange de fierté et d'anticipation nerveuse. Michael m'a rejointe peu de temps après, élégant dans un costume qu'il avait insisté pour acheter lui-même malgré mes offres d'aide. « C'est incroyable, Dana », a-t-il dit, en admirant l'espace. Robert aurait été fier. « Je l'espère », ai-je répondu. Parfois, j'ai encore l'impression d'essayer de résoudre une énigme qu'il a laissée derrière lui, comme s'il y avait des morceaux de ses intentions que je n'ai pas encore totalement compris. Michael a serré ma main. C'est peut-être le but. Il t'a donné des ressources et des possibilités, pas une feuille de route. Les choix t'appartiennent. La galerie a commencé à se remplir d'invités, critiques d'art, photographes, personnalités culturelles locales, et finalement, des membres de la famille. Tante Margaret est arrivée la première, élégante comme toujours dans un tailleur bleu marine. Ses yeux ont balayé l'espace d'un regard critique avant de se poser sur moi. « Dana », a-t-elle dit en me faisant la bise. « C'est inattendu. »« Merci d'être venue, tante Margaret », ai-je répondu sincèrement. « Cela signifie beaucoup d'avoir la famille ici. »
Elle a hoché la tête, puis a désigné les photographies. Je n'avais aucune idée que Robert avait pris celle-ci. Il n'a jamais mentionné aucun intérêt pour la photographie. Je ne pense pas qu'il sentait qu'il le pouvait, ai-je dit. La famille avait certaines attentes. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, de la reconnaissance, peut-être, ou du regret. Oui, a-t-elle dit doucement. C'est vrai. Jason est arrivé avec sa nouvelle petite amie, une blonde élégante qui travaillait dans la finance et semblait totalement ennuyée par l'art. Il avait gardé ses distances depuis notre dernière confrontation sur les affaires de l'entreprise, mais ce soir, il a fait un effort de civilité. Bel endroit, a-t-il dit en regardant autour de lui. Bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi tu dépenserais des millions pour un entrepôt alors que tu aurais pu utiliser un espace de galerie existant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exposer de l'art, ai-je expliqué. Le bâtiment comprend des studios, des chambres noires et des espaces d'enseignement. C'est une ressource communautaire, pas seulement un lieu d'exposition. Il a haussé les épaules, ne comprenant manifestement pas, mais au moins il n'était pas ouvertement hostile. Un progrès, en quelque sorte. Heather est venue seule et a passé un temps sincère à regarder chaque photographie, en particulier celle de l'oncle Robert. Quand elle m'a rejointe, ses yeux étaient humides. Je ne l'ai jamais connu, a-t-elle dit doucement. Pas vraiment. Aucun de nous, je pense. J'apprends encore à le connaître, ai-je admis. Ces photographies m'ont montré une facette de lui que je n'ai jamais vue de son vivant. Penses-tu qu'il était heureux, a demandé Heather. En vivant la vie qui était attendue de lui au lieu de poursuivre cela. C'était une question profonde, que je m'étais posée tout au long du processus de curation de son travail. Je pense qu'il a trouvé des moyens d'exprimer son vrai moi, même avec des contraintes, ai-je dit prudemment. Et je pense que son cadeau pour moi était la chance de vivre sans ces mêmes contraintes. La soirée s'est poursuivie avec des discours, du champagne et le bourdonnement satisfaisant des gens s'engageant profondément avec les photographies. Les critiques prenaient des notes, les collectionneurs se renseignaient sur les achats, tous les bénéfices iraient à la fondation, et surtout, les artistes émergents dont le travail était exposé ont eu l'occasion de discuter de leur vision avec un public influent. Vers la fin de l'événement, Monsieur Peterson est apparu à mes côtés, l'air un peu déplacé parmi la foule artistique dans son costume conservateur. Mademoiselle Mitchell, a-t-il dit formellement, bien que ses yeux fussent chaleureux, votre oncle aurait été ravi et quelque peu mortifié de voir son travail privé si publiquement exposé. J'ai ri. Je sais, mais je pense qu'il aurait compris pourquoi il était important de le partager. En effet. Monsieur Peterson a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que nous n'étions pas entendus, puis a baissé la voix. J'ai quelque chose pour vous. Robert m'a demandé de vous le remettre à l'anniversaire de son décès. Il m'a tendu une petite enveloppe, similaire à celle que j'avais reçue lors de la lecture du testament. Mon nom était écrit dessus de l'écriture de l'oncle Robert. Devrais-je? J'ai fait un geste vers un coin tranquille. S'il vous plaît, a hoché la tête Monsieur Peterson. Je m'assurerai que vous ne soyez pas dérangé. Je me suis éclipsé de la foule et j'ai trouvé un moment privé pour ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec seulement quelques lignes écrites dans l'écriture distinctive de l'oncle Robert. Dana. Une année a passé. Tu as fait face aux défis immédiats de la richesse et des attentes familiales. Le travail le plus difficile commence maintenant, rester toi-même au milieu du confort, maintenir un but lorsque la nécessité ne te pousse plus. Souviens-toi, l'argent est un merveilleux serviteur mais un terrible maître. Laisse-le servir ta vision, pas la définir. Avec une foi durable en ton parcours. R. J'ai lu la note 2 fois, puis je l'ai soigneusement rangée. L'oncle Robert avait raison, comme d'habitude. L'année écoulée avait été une année d'ajustement et de réaction. Le véritable test serait ce qui viendrait ensuite, lorsque la nouveauté se serait estompée et que la réalité quotidienne de ma nouvelle vie deviendrait routine. En rejoignant l'événement, j'ai ressenti un sens renouvelé du but. La galerie n'était que le début. Il y avait tant de possibilités d'action significatives, le travail de la fondation, ma propre photographie, même des réformes potentielles au sein du groupe Mitchell lui-même. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé debout avec tante Margaret devant l'une des photographies les plus puissantes de l'oncle Robert, une femme âgée digne assise sur les marches de son au triple Decker à South Boston, des enfants du quartier jouant autour d'elle. Il a toujours été intéressé par les histoires des gens, a dit tante Margaret de manière inattendue. C'est ce qui a fait de lui un si bon homme d'affaires, je suppose. Il pouvait voir au-delà de la surface.
Oui, ai-je convenu. Il le pouvait. Elle s'est tournée vers moi, son expression plus ouverte que je ne l'avais jamais vue. Je ne prétendrai pas comprendre sa décision de te laisser l'entreprise. Mais après avoir vu cela, vu sa véritable perspective, peut-être que je commence à comprendre. Ce n'était pas une excuse ni même une réconciliation complète, mais c'était une reconnaissance, un petit pont sur le gouffre qui avait toujours existé entre nous. Voudriez-vous venir dîner la semaine prochaine, ai-je demandé impulsivement. Juste nous deux. J'aimerais en savoir plus sur lui de votre point de vue. La surprise a vacillé sur son visage, suivie de quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. J'aimerais beaucoup, a-t-elle dit simplement. Alors que les derniers invités partaient et que Michael aidait le personnel à commencer à nettoyer, je suis sorti un instant pour une réflexion tranquille. La ligne d'horizon de Boston scintillait contre le ciel nocturne, la vieille ville et la nouvelle coexistant en harmonie architecturale. Il y a un an, j'étais Dana Mitchell, photographe en difficulté et déception familiale. Maintenant, j'étais Dana Mitchell, propriétaire de galerie, philanthrope, chef d'entreprise, et toujours photographe, trouvant toujours mon chemin à travers le viseur de mon appareil photo. Ce que l'oncle Robert m'avait donné, ce n'était pas seulement la richesse, c'était la possibilité. La possibilité de définir le succès selon mes propres termes, de créer des opportunités pour les autres, de maintenir mon moi authentique même si mes circonstances changeaient radicalement. L'héritage de $10 qui avait initialement semblé une blague si cruelle avait en effet été la clé de quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la liberté. La liberté des soucis financiers, oui, mais plus important encore, la liberté du besoin de prouver ma valeur à une famille qui mesurait la valeur en dollars et en statut. Cette liberté s'accompagnait de responsabilités, bien sûr, utiliser les ressources à bon escient, créer plutôt que simplement consommer, rester ancré dans les valeurs qui m'avaient guidé avant que la richesse ne complique tout. En regardant la ville, je sentais à la fois le poids et la légèreté de cette responsabilité. Il y aurait des défis à venir, tensions familiales, décisions commerciales, la navigation continue de nouvelles relations mais pour la première fois depuis la mort de l'oncle Robert, je me sentais pleinement capable de relever ces défis, non seulement en tant que son héritière, mais en tant que moi-même. J'ai pensé à ce que l'oncle Robert avait écrit dans sa dernière note, l'argent comme serviteur, pas comme maître, la vision comme force motrice, pas le confort ou le statut. En fin de compte, c'était peut-être là son plus grand héritage, non pas les millions qu'il m'a laissés, mais l'exemple qu'il a donné d'une vie vécue authentiquement, même avec des contraintes. Il avait trouvé des moyens de poursuivre sa passion pour la photographie, tranquillement, sans fanfare. Il avait utilisé sa richesse pour soutenir l'art auquel il croyait, y compris le mien. Il avait maintenu sa propre perspective dans une famille qui valorisait la conformité. Je suis retourné à la galerie où Michael attendait. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités, mais ce soir, entouré de 3 générations de visions photographiques, celle de l'oncle Robert, la mienne et celle des artistes émergents que nous soutenions, et je ressentais un profond sentiment de continuité et de but. Le véritable héritage ne se trouvait pas dans les comptes bancaires ou les titres de propriété. Il se trouvait dans la perspective qui me permettait de voir au-delà de la valeur de surface vers un sens plus profond. Il se trouvait dans le courage de suivre mon propre chemin. Il se trouvait dans la compréhension que la richesse était un outil, pas une identité. Que feriez-vous si vous héritiez soudainement de millions? Resteriez-vous fidèle à vous-même, ou l'argent vous changerait-il? J'adorerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la recherche de l'authenticité dans des circonstances difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel sur ce qui compte vraiment, partagez cette vidéo avec eux. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et souvenez-vous, votre valeur ne se compte pas en dollars. Un héritage inattendu transforme une humiliation familiale en douce justice dans l'une des histoires de vengeance les plus satisfaisantes que vous n'entendrez jamais. Lorsque l'oncle riche de Dana ne lui laisse que $10 lors de la lecture de son testament, la moquerie de sa famille la blesse profondément. Il ne se doutait pas que cette insulte apparente préparait en fait l'une des histoires de vengeance ultime de justification familiale. Avec 340 millions de raisons de sourire, Dana navigue dans sa nouvelle réalité tandis que les membres de sa famille qui riaient autrefois se démènent pour rentrer dans ses bonnes grâces. Ce récit combine des éléments d'histoire de vengeance classique avec de profondes leçons sur l'authenticité et la vraie valeur. Contrairement aux histoires de vengeance typiques qui se terminent dans l'amertume, le parcours de Dana révèle comment le succès et l'intégrité constituent la meilleure des vengeances. Parfait pour les fans de karma, de juste retour des choses et de drames familiaux.
Si vous appréciez les histoires de vengeance satisfaisantes où la gentillesse finit par l'emporter, ces montagnes russes émotionnelles vous laisseront acclamer l'opprimé qui a le dernier mot.